Je vais vous éclairer autant que ce que Véronique vous a promis, mais je vais surtout vous montrer, partager avec vous les résultats de l'enquête qu'on a menée en Suisse occidentale. Donc, on a couvert la Suisse, mais les 98% viennent de Suisse occidentale et 95% de Suisse romande. Mais surtout partager avec vous justement ces résultats et puis faire chaque fois le delta entre le résultat global qui sera montré en vert et le résultat rouge qui est le résultat du Valais. Alors, je vais vous partager la présentation. Donc, au moment où je lance la présentation avec le plein écran, je ne vous vois plus, donc je ne vois pas s'il y a des questions. Donc, je vous propose de prendre des questions à la fin, si jamais. Et puis, on verra en fonction du timing comment ça va s'arranger. Donc, effectivement, ce soir, moment d'excellence, durabilité et décarbonation, retour de l'enquête. Je vais vous présenter rapidement les résultats de l'enquête. Pourquoi on l'a fait surtout, et puis donner des pistes, hein. Effectivement, on va voir un petit peu où est-ce que ça tire, où est-ce que ça pêche, comment est-ce qu'on peut apporter des réponses aux PME. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait cette enquête? C'est que, en principe, dans le domaine de la durabilité, on parle beaucoup de grosses entreprises, et les PME sont un peu le parent pauvre. Donc, on n'a pas vraiment de mesure ou de valeur pour les PME. Donc, le premier objectif était clair, c'est d'avoir une mesure de référence du niveau d'engagement des PME dans cette thématique au niveau de la Suisse occidentale. Le but, il était double derrière, c'est d'avoir finalement d'identifier les défis que vous avez, que les PME rencontrent, et puis surtout recueillir aussi les besoins, parce qu'il y a pas mal de personnes qui disaient qu'il y a énormément de besoins, et nous, on était de loin pas sûrs qu'il y ait autant de besoins que ça, et s'il y en a, ben, surtout les cartographier, et puis pas avoir une vue de l'esprit, mais avoir le retour du terrain. Donc ça, c'était le cœur de la chose, et puis la prospective en disant, voilà, ben, une fois qu'on a les résultats, comment est-ce qu'on peut les analyser et amorcer la recherche de pistes de solutions, pistes de réponses que je vais vous montrer aussi et partager avec vous en fin de présentation. Voilà, maintenant j'ai déjà de la peine à faire passer à la slide suivante. Voilà, maintenant ça fonctionne. Donc c'est une enquête qu'on a fait au niveau suisse occidental avec ma casquette intercantonale, mais sur le canton du Valais, on a donné un effort particulier avec pas mal de partenaires, avec le canton, avec Avenir Industrie Valais-Vallis, avec Valais Excellence. Vous les avez à l'écran, la Chambre de commerce de l'affaire et la Banque cantonale, ainsi que la Fondation ZIARC pour laquelle je travaille au travers de CIMARC. Le profil des PME qui ont répondu, un PME valaisanne, hein, donc dans l'entièreté, il y a un tiers de sociétés valaisannes qui ont répondu, le reste c'était réparti sur Vaud avec 22%, Genève 15%, Neuchâtel à peu près la même chose. Mais ce que vous avez à l'écran, c'est vraiment le profil des sociétés qui ont répondu au niveau du canton, ce qui est peut-être aussi plus intéressant pour vous positionner et voir où est-ce que vous êtes par rapport à ces sociétés. Donc, ce qu'on voit, c'est que la répartition par taille des entreprises, il y a 40% à peu près de petites, de très petites, hein, entre 0 et 9, hein, de 1 à 9 employés. Il y a 30% de 10 à 50, donc les PME. Après, les grosses PME, on en a à peu près 20%. Et puis, on a encore quelques grosses entreprises. Ce n'est pas tout à fait représentatif du tissu économique suisse ou valaisan en tant que tel, puisqu'on a 99% de PME. Ici, on voit que ce n'est pas tout à fait le cas, on en a 70, mais on a mis l'accent aussi sur les grosses entreprises parce qu'elles ont une importance stratégique assez forte au niveau du canton. Et aussi, logiquement, elles devraient être un petit peu en avance dans voir dans quelle mesure on a des moteurs sur le canton. Et puis sur la droite, vous avez la représentation des secteurs d'activité qui ont été touchés, donc des retours des sociétés. Vous avez les services qui sont assez importantes, simplement importants parce que tous les services sont dans cette bulle, alors que tous les autres secteurs de l'industrie sont répartis. On se retrouve à la construction, l'énergie, la pharma, l'agroalimentaire, les commerces. Donc une très belle représentativité de l'économie valaisanne. Au niveau des enjeux, on avait posé deux questions de base, et ça, c'est les seules questions que j'aimerais partager en détail avec vous. On a posé la question, à quel point est-ce que vous pensez que les pratiques des entreprises influencent la transition vers une société plus durable? Et vous le voyez sur le graphique de gauche, donc en rouge toujours les réponses valaisannes, vous avez 80% au moins de sociétés qui disent oui, les pratiques peuvent influencer la société vers une évolution durable.
La deuxième question qu'on a posée dans la lignée, c'est de dire, mais finalement, si c'est le cas, est-ce que vous êtes d'accord que les sociétés, les entreprises, si elles intègrent la durabilité dans leurs priorités stratégiques, elles seront plus compétitives à long terme? Et là, de nouveau, vous avez 80% de sociétés qui disent oui. Alors ça, c'est les déclarations d'intention. Et une fois qu'on a ça, ben, il faut se poser la question si, dans les faits, c'est le cas. Ce que l'on a vu, c'est que dans les faits, oui, c'est le cas. Les trois quarts des sociétés annonce avoir réalisé au moins une analyse en lien avec un des piliers de la durabilité, hein, l'environnement, la société ou la gouvernance. Mais ce que l'on voit aussi, et vous le voyez à l'écran, 50% ont fait une analyse de consommation énergétique, c'est-à-dire le pilier E, et la moitié de ces 50% ont fait uniquement cette analyse énergétique. Et si on descend vers le bas du diagramme, analyse de cycle de vie qui sont plus pointues, on n'en a plus que 20%, et puis le B-Impact Assessment, qui est un petit peu le Graal des sociétés qui veulent vraiment être peut-être même un peu trop puristes, c'est du 8%. Donc, ce que l'on voit, c'est que les démarches structurantes sont extrêmement minoritaires et que les sociétés font une ou deux actions, mais qu'il n'y a pas forcément un planning et un plan de mesure construit sur la durée. Et si on regarde au niveau sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'exprime aussi au niveau des certifications. Donc, on a sur le diagramme de droite, vous voyez 50% des sociétés n'ont pas de certification. Et parmi celles qui ont des certifications, la plus répandue, c'est ISO 9000, donc la qualité, qui a quand même aussi une petite partie qui va dans la durabilité maintenant, sur deux, trois questions. Vous avez la 14000, qui est vraiment la norme durabilité, environnement. Et puis, ensuite, on descend sur la sécurité, homme, sécurité, santé. Puis Valais Excellence, 5% globalement. Et sur la droite, vous voyez l'impact au niveau valaisan. Valais Excellence, on est à 15%, donc trois fois plus. On voit si on a des acteurs qui sont actifs, on a aussi un impact un peu plus fort qui va jusqu'à la certification. On s'est aussi posé la question, quand on a vu ça, ben, qui finalement demandait des actions. Pourquoi les sociétés ont fait au moins une analyse? Euh, ben, on le voit ici, principalement c'est les clients. Deux tiers, c'est les clients qui demandent d'avoir quelque chose qui se passe dans le domaine. Ensuite, vous avez un mix entre les employés à 35% au même niveau que le conseil d'administration. Et puis après, ça descend un peu euh, tranquillement auprès des autorités, des actionnaires. Intéressant de voir, c'est que les candidats à l'emploi sont de l'ordre de 10%. On aurait pu estimer un petit peu plus, mais dans les faits, ils sont assez bas. On a vu qui demandait des actions. Maintenant, on peut se poser la question, quelles sont les exigences? Et là, ce que l'on voit à l'écran, c'est les exigences qui sont venues le plus souvent, qui sont principalement les conditions de travail équitables, la transparence et traçabilité des produits ou du service, et le respect des droits humains. Ce qui veut dire, en gros, c'est ce qui est issu de la législation, hein. Donc finalement, on a beau dire que c'est le client, mais c'est le client qui finalement exige des choses qui se trouvent déjà dans le cadre légal. Puis après, on voit que de temps en temps, ben, il y a des labels, des bilans carbone ou autres qui sont demandés au niveau des exigences. Clients et conseils d'administration sont au top et je vous mets ici juste un petit résumé du cadre légal suisse parce que finalement, ces exigences, ben, c'est celles qu'on retrouve ici. En 2024, il y a une ordonnance qui est sortie sur les rapports aux questions climatiques qui touche les grandes entreprises, hein. Donc, on parle de sociétés qui ont plus que 500 employés, un bilan total de 20 millions ou des revenus de plus que 40. Donc ça, c'est les grosses sociétés qui sont entre autres assujetties au droit à l'étranger, au droit européen. Ce qu'il faut retenir, et ce qui est en vert ici au milieu, c'est que les PME vont suivre, c'est une question de temps, et même si elles ne suivent pas formellement, elles vont suivre de par la pression des grandes entreprises et des donneurs d'ordre. Je pense que déjà pas mal d'entre vous sont dans cette situation-là, ou en tout cas des membres de Valais Excellence. Ce qui veut dire qu'il faut être quand même un peu attentif à ce cadre légal. Et puis on retrouve juste après les obligations de diligence sur la provenance des minéraux, hein, des minéraux ou des métaux, s'ils viennent de zones en conflit ou pas, s'ils viennent de zones où il y a le travail des enfants. Et ça, c'est déjà aujourd'hui dans le Code des obligations. Donc ça touche toutes les sociétés, quelle que soit sa taille. Vous avez aussi la loi sur le climat et l'innovation qui a été acceptée en 2023 et qui a démarré en 2025 au niveau de la mise en œuvre où toutes les sociétés, PME y compris, doivent présenter
un- un- une trajectoire de décarbonation pour arriver au net zéro d'émissions au plus tard en 2050. Et se dire qu'en 2030, toutes les sociétés en Suisse devraient avoir cette trajectoire. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais ça va impacter. Et puis quelque chose auquel on ne pense pas tellement, c'est les banques. Les banques ont reçu des, des demandes de la FINMA, des directives de la FINMA pour analyser les risques de leur portefeuille et entre autres tous les crédits qui sont attribués aux PME font partie de ces risques. Donc il y a une certaine législation qui est importante à suivre. Les moteurs, on fait un petit pas en retrait. En fonction des exigences, on s'est posé la question aussi quels étaient les moteurs pour mettre en place ces mesures de durabilité. Et là, c'est un peu surprenant parce que tout à l'heure, on a vu que c'était les clients qui le demandaient. Puis là, on voit que les moteurs, ben, ce n'est pas des clients. Les clients arrivent en position 5. Avant, c'est plutôt de la stratégie, une valeur au niveau de la politique d'entreprise ou aussi l'image, et encore plus marqué sur le valet. Donc ça, c'est aussi des points qui font plaisir, mais qui nous surprennent un petit peu, que l'image de durabilité soit aussi à un tel niveau au niveau du valet. Ce qui est aussi surprenant, c'est que vous voyez tout en bas du tableau le financement, par exemple, l'éligibilité à des emprunts, donc typiquement ce que je viens de dire au niveau des banques, des prêts qui seraient conditionnés, ben, ce n'est pas vraiment dans les moteurs. De même, la gestion des risques n'est pas vraiment dans les moteurs et le prix de l'énergie non plus. Donc là, c'est un petit peu contradictoire aussi par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si on prend le contre-pied, donc au niveau des freins, alors là, on est sans surprise, le frein à deux tiers, c'est les ressources financières. Qui est lié vite avec la troisième cause, qui est la surcharge administrative, où on dit que la durabilité demande quand même beaucoup, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. Ça dépend aussi de l'organisation, mais c'est clair que ça demande une certaine mise en place. Et puis le deuxième, c'est aussi le fait qu'on a des défis beaucoup plus urgents à traiter que ça. Et vous voyez en quatrième position le manque d'incitation réglementaire ou financière. Donc, c'est pas forcément la réglementation qui est un frein, mais elle est plus dans les têtes. Et là, il faudrait avoir un peu plus d'exemples, et je reviendrai là-dessus, pour démontrer que finalement, oui, il faut faire l'effort. Et puis après, en fonction des disponibilités qu'on a, ben, on regarde ce que l'on peut faire dans les faits. Les besoins, donc on a creusé encore un peu plus pointu pour vraiment comprendre et recueillir les besoins exprimés par les sociétés et pas uniquement ce qu'on peut inventer ou imaginer. Ben, vous voyez, la moitié des sociétés n'ont aucun besoin. Donc ça, c'est quand même assez surprenant. Et le deuxième constat, c'est que la plupart des besoins sont marqués, sont entre 10 et 15% des sociétés qui expriment un certain besoin, mais presque tous des besoins différents. Hein, vous le voyez, le premier, c'est les outils pour aider à mettre un plan d'action. Le deuxième, c'est choisir le bon label ou la bonne certification, qui est déjà pas la même chose. Troisième, c'est le bilan carbone. Le quatrième, les indicateurs de performance. Ensuite, on vient sur la stratégie, on a la formation, on a l'analyse de cycle de vie. Mais en fait, c'est tous en 10 et 15%. Ce qui veut dire que la réponse n'est pas simple, parce qu'on ne peut pas adresser un besoin particulier qui sort du lot, mais on a une multitude de besoins qui sont un peu entremêlés, hein, entre un plan d'action, une orientation et puis le choix d'un label, peut-être que c'est entremêlé, mais ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une solution qui va répondre à tout le monde, donc il va falloir partir sur des solutions plus personnalisées. Et on s'est posé la question à ce moment-là, est-ce que les sociétés aujourd'hui sont déjà accompagnées pour répondre à ces besoins? Alors vous le voyez dans le diagramme de droite, pas d'accompagnement la moitié, donc moitié des sociétés n'ont pas d'appui. Et puis les autres, sur la partie gauche, vous avez simplement un zoom, on voit bien, hein, Valais Excellence qui sort vraiment du lot, 25% en Valais, donc on voit que ça a un gros impact. Au niveau global, c'est moins, puis c'est noyé dans la masse. Puis après, vous voyez, ben, il y a Qualitest qui est assez poussé dans les certifications, donc accompagne pas mal de sociétés. On retrouve tout en bas un Yetic, bureau de conseil valaisan. Donc, on a ici une bonne représentation de qui peut donner un coup de main, qui donne un coup de main aujourd'hui. Et ce qui est réjouissant, c'est que c'est plutôt des petits bureaux que des gros bureaux. Les gros bureaux comme Cantis, DSS ne sont pas tellement impliqués. Et s'ils le sont, c'est plus les grosses sociétés. Donc ça montre aussi qu'on a besoin d'avoir des bureaux de conseil dédiés en Valais qui sont plus proches du tissu économique.
Et la question qui se posait après, du moment qu'il cherche à être accompagné, on se pose la question, mais qui dans la société a déjà des compétences dans le domaine? Alors ça, c'est le diagramme de gauche. Est-ce qu'elles en ont? Donc oui, à 80%, elles ont des compétences. Et puis si on cherche à savoir comment est-ce qu'elles sont organisées, diagramme de droite, est-ce que c'est une personne à plein temps ou bien pas? Eh ben là, c'est juste le contraire. Donc on a 80% de sociétés qui ont personne qui gère ça ou qui ont une petite partie des compétences réparties au sein de l'équipe. Ce qui se cache là derrière, là, c'est surtout les grosses entreprises hein, qui finalement euh, donnent un certain poids à ces réponses-là. Mais ça veut dire que c'est principalement le directeur ou la direction qui gère ça. Et pas forcément une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que le directeur, il n'a pas forcément, la direction n'ont pas forcément beaucoup de temps, donc ils le font quand ils peuvent. Et c'est pas non plus partagé avec d'autres. Et ce qu'on parle souvent du duo magique, c'est le directeur plus un responsable durabilité. Alors ça, c'est ce qui se passe dans les grands groupes ou voire les grosses PME, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir mettre en place auprès des PME, non pas avec deux postes à 100%, mais au moins deux rôles bien répartis, simplement pour avoir cet échange et de pouvoir challenger. Le constat, euh, je vais pas vous lire cette page-là, je vous l'ai mis simplement pour, dans les copies que vous aurez après, c'est le résumé de ce que je viens de dire, hein, avec les différents points, les sous-estimations au niveau des banques et autres, au niveau des prêts. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand on met ces constats en perspective avec l'analyse de l'écosystème global, suisse-occidental, on voit des choses qui sont intéressantes. Tout d'abord, les PME sont toujours le parent pauvre de la durabilité, donc elles viennent toujours après. Elles subissent les exigences du client. Les besoins, vous l'avez vu, ils sont relativement mal cernés ou ils sont diffus. On ne peut pas dire il y a un besoin qui sort du lot et puis on peut y répondre. Ça vient aussi du fait que la valeur ajoutée pour les PME n'est pas très claire, elle n'est pas très bien communiquée. Là, on peut se prendre nous par les oreilles et tirer hein, comment est-ce qu'on peut mieux la communiquer. Ah, donc, on a aujourd'hui un problème d'embarquer ces sociétés. Puis, vous avez à droite ce schéma, ce qu'on appelle crossing the chasm, hein, comment passer le gouffre, quoi. Ben, c'est dans l'innovation, on a toujours cette problématique-là, c'est qu'on a d'abord les pionniers, et puis les adhérents des premiers temps qui viennent, c'est la partie bleue et le début du rouge. Puis après, c'est toujours les mêmes. Et puis je pense que si vous faites une statistique sur les personnes qui suivent le moment d'excellence, je pense que c'est aussi assez souvent les mêmes. Donc on a les convaincus, puis on a de la peine à entraîner toute la partie, deuxième partie rouge et la partie verte. Et ça, c'est l'objectif. Donc, pour faire ça, on devrait sensibiliser beaucoup plus et partager les valeurs et les objectifs globaux au sein du tissu économique, au sein des filières économiques, dans une logique de résilience. Donc, pour nous, la durabilité, c'est la capacité à maintenir une activité sur la durée. Donc, quelle que soit l'activité, euh, et si on est sur la durée, ça veut dire que la société a du succès, parce que certains nous disent qu'il faudrait qu'il y ait de la croissance. La croissance, c'est bien, mais si on arrive déjà à maintenir des places de travail et à faire du business, c'est déjà pas mal. Donc, pour nous, c'est ces valeurs-là qu'on aimerait partager. Et pour ça, on a développé avec Platine, donc la plateforme d'innovation suisse romande, des modules de 60 minutes sur l'analyse de cycle de vie, sur l'économie circulaire, sur la chaîne d'approvisionnement, qui sont à disposition, hein. On peut faire des workshops de 60 minutes en ligne ou en live pour partager ces thématiques. L'objectif, c'est que chacun partage finalement une vue commune et qu'on tire dans le même sens et à la même corde. Et pour ça, ben, il faut des orientations, c'est-à-dire qu'il faudrait développer des outils simples pour les PME, pour naviguer dans les labels, naviguer dans les outils, on l'a vu hein, au niveau des besoins, et aussi sur les opportunités de financement ou d'action. Ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais essayer d'illustrer les premières pistes. Et puis de mieux communiquer. Et pour mieux communiquer, il faut du contenu. Et ce contenu, aujourd'hui, il manque. On a très, très peu d'exemples de sociétés, de PME qui peuvent démontrer la plus-value économique euh, de sa démarche. On est simplement au début et on est à la recherche justement d'exemples de ce côté-là.
Donc, la prochaine étape, elle est simple, hein, c'est de partager cette vue commune sur partage des valeurs, sensibiliser, vulgariser, orienter, avec des pistes. Première piste, on l'a vu, euh, les sociétés ne savent pas trop quel label elles doivent faire. Donc là, vous avez une vue représentative de la durabilité ou du cadre durabilité au niveau international. Au sommet, vous avez les objectifs, hein, vous retrouvez les objectifs du développement durable et les objectifs, les 17 objectifs de l'ONU. Ensuite, vous avez l'étape de la régulation euh, avec la taxonomie européenne, avec la CSRD, donc toutes les directives qui sont là pour mettre en place la responsabilité sociale des entreprises. Ensuite, vous descendez sur une étape un peu plus concrète qui est le reporting. Le reporting, il n'est pas encore clair parce qu'il n'y a pas un standard qui est accepté par tous, donc il faut descendre au niveau des guides d'interprétation, qu'est-ce que l'on doit faire ou comment est-ce qu'on doit le considérer. Et puis finalement, vous descendez, puis vous êtes certifié. Et on ne parle pas encore des labels, on parle d'une certification. Donc vous voyez la complexité et la bonne nouvelle, c'est que il semblerait que déjà au niveau du reporting, on arrive à un consensus que ça parte sur le standard de l'ISSB. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça veut dire que pour une société suisse qui se dit, voilà, moi je prends juste la problématique au niveau d'un label, quel label je dois prendre? Alors là, on propose une représentation ou un classement qui permet de s'orienter, qui est inspiré par le professeur François Sibyl de la HEG à Genève. Vous voyez d'un côté, à gauche, sur l'axe des X, c'est des labels généralistes. À droite, c'est des labels sectoriels ou thématiques. Et puis, on a dissocié encore, vers le haut, c'est le périmètre de l'entreprise, donc on touche l'entreprise dans son intégralité, et vers le bas, c'est le périmètre du produit ou du service. Et là, vous voyez des labels que vous connaissez, hein. Prenez Valais entreprise engagée, ça c'est le périmètre entreprise, ça touche toute la société. Par contre, si c'est sur un produit particulier, on sera Valais qualité certifiée. La même chose du canton de Vaud, hein, avec les certifiés d'ici, Pôle Terroir ou ambassadeur. La marque Valais n'est pas là parce qu'elle serait au centre. La marque Valais, c'est une marque territoriale. Donc là, on n'est pas dans le périmètre de l'entreprise, mais on est sur le territoire, et qui peut être utile pour certaines sociétés et qui n'est peut-être pas du tout utile pour d'autres. Donc l'ambition ici, c'est plutôt d'aider les sociétés à naviguer. Donc, il n'est pas exhaustif, hein, ce diagramme, mais en fonction de la stratégie de la société. Et là, le mot est lâché, hein, stratégie, je pense, c'est là le point le plus important dans la thématique. Une fois que la stratégie de la société est claire, elle peut naviguer et chercher quel est le label qui fait le plus de sens. C'est sur un produit, c'est sur toute sa société. Est-ce qu'elle veut faire quelque chose de sectoriel ou bien pas? Et puis là, on peut commencer à naviguer. Et puis quand on se certifie, généralement, c'est qu'on l'a fait au travers d'un outil. Donc on a aussi la question, mais quel outil est-ce que je devrais utiliser? Alors là, on a développé une vue qui permet de classer les outils sur l'axe des X en fonction de la facilité de remplir ou d'utiliser l'outil. Donc est-ce que je peux le faire moi-même, tout seul? Je fais un autodiagnostic, je n'ai pas besoin d'aide, ou je me déplace vers la droite, où j'ai besoin d'accompagnement parce que bah, j'arrive pas à le faire tout seul et puis peut-être qu'il faut aussi former les gens, etc. Donc ça permet déjà de situer où est-ce qu'un outil se positionne sur la facilité d'utilisation ou le besoin d'être accompagné. Et sur l'axe des Y en vertical, c'est plus intéressant et plus important pour vous. C'est que si vous êtes tout en bas, en gros, c'est les exigences légales, mais juste le reporting. Je prends un ESG to go ou l'éco-profit du BAK Basel. C'est le responsable comptabilité qui peut, en une demi-heure, une heure, sur la base de la compta et des factures, il remplit l'outil et puis il obtient un certain quota. Et le CEO, le directeur, est super content parce qu'il a rempli les exigences légales. C'est pas lui qui l'a fait. Il a quelque chose qu'il peut mettre dans le dossier et puis il peut le donner à ses fournisseurs ou dans le reporting. Par contre, vous voyez, on a mis aussi image à côté. C'est-à-dire que souvent, ceux qui restent en bas, ben, ils n'ont pas vraiment impliqué la société ou l'équipe. C'est pas intégré dans la stratégie de la société. C'est plutôt quasiment, c'est la limite du greenwashing, hein. Ça ne veut pas dire que ceux qui restent dans le coin en bas font du greenwashing, mais
suivant les sociétés, on peut se poser la question. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse évoluer de en bas à gauche vers en haut à droite, sans aller forcément à droite, mais surtout de monter pour que cet engagement soit intégré dans la stratégie de la société et que ça devienne un peu l'ADN aussi de la société, de dire on ne fait pas juste la durabilité de manière sporadique, comme on l'a vu avec les 75% au début de présentation, on le fait de manière construite, selon un plan et selon une stratégie que l'on veut faire. Et puis là, on vous a représenté un certain nombre d'outils. Tout en haut à droite, vous avez le BIA de B Corp, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement élitiste et élitaire. Mais après, si vous voulez quand même que ce soit intégré dans la société, il y a des labels comme Éco-entreprise. Enfin, c'est l'outil, mais qui délivre aussi le label derrière. Éco-entreprise, ça touche tous les domaines, mais c'est principalement utilisé aujourd'hui dans la construction. Donc, beaucoup d'appels d'offres dans la construction exigent d'être labellisé, certifié Éco-entreprise. Autrement, on ne peut pas le faire. Et là, on doit être accompagné. On est à peu près au milieu. Et ils ont une version assez light, on retrouve sur la gauche que les sociétés peuvent utiliser, ça permet déjà de voir un petit peu où on est. Puis vous voyez, au même endroit, donc ça peut être plus haut, plus bas, hein. On a mis marque Valais. Là aussi, vous avez, via la marque Valais, vous pouvez pas tout de suite remplir, vous annoncer, mais vous n'avez pas besoin d'être accompagné pour faire un premier assessment. Et puis après, en fonction du résultat, si vous voulez aller plus loin, ben là, vous pouvez être accompagné comme avec les autres. Donc, on le voit, il y a un certain nombre d'outils. Il y en a beaucoup plus qui sont privatifs. On ne les a pas mis ici parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont développé leurs propres outils. Puis après, ben, vous travaillez avec elles et puis vous utilisez leurs outils, mais vous êtes un peu bloqué. Au niveau des soutiens, pour répondre à Véronique, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les démarches? Alors ici, vous avez une vue. J'aime pas du tout les catalogues parce que ça bouge tout le temps. Et puis, c'est pas en prenant cette liste puis dire, tiens, on va regarder lesquels peut aller pour nous. C'est plutôt à titre indicatif. Ce qui est important, c'est de nouveau la stratégie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et en fonction de votre stratégie, on peut identifier quels sont les outils ou les instruments qui peuvent vous aider, y compris au niveau d'un soutien, que ce soit financier ou un soutien d'accompagnement. Donc ici, je vous ai mis dans les premières lignes plutôt ce qui touchait l'énergie. Donc on est dans le E du ESG, donc des subsides communaux cantonaux, hein, sur le photovoltaïque, sur l'isolation. Ensuite, pour l'industrie, il y a ProKilowatt, mais c'est des programmes bien particuliers. Ça peut aller jusqu'à 30% des coûts de remplacement d'équipements énergétiques électriques, de remplacement, hein, c'est pas sur le neuf. Vous avez aussi des démarches pour réduire la consommation avec des sociétés, des associations comme l'AENEC, donc l'Agence pour de l'énergie pour l'économie, ou bien l'Act Agentur qui fait la même chose, mais par rapport aux ressources. Donc, c'est des gens qui peuvent venir vous trouver dans la société, faire un audit, et puis vous donner déjà un certain nombre de pistes. Puis en fonction des pistes qu'ils vont vous donner, après, c'est peut-être aussi plus simple d'aller chercher des soutiens particuliers parce que vous savez ce que vous voulez faire. La Fondation Click, toujours sur la partie décarbonation, eux ont des programmes sectoriels. Ça peut être sur les chauffages à distance et chauffage à pellets. Enfin, ils ont des appels et on peut regarder sur leur site qu'est-ce qui fait du sens. Il y en a un que j'aime beaucoup, la loi climat-innovation. Ça touche que les grosses sociétés, hein, parce que pour bénéficier du milliard 2 qui est à disposition sur 5 ans, il faut déposer déjà une trajectoire de décarbonation. Mais ils ont un autre programme qui s'appelle le programme de branche. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est là que les PME peuvent avoir des chances de collaborer ou d'en bénéficier. C'est quand une branche dépose un programme et que ce programme est accepté. Et aujourd'hui, il y en a deux. Il y a un pour les technologies médicales, je n'ai pas les détails. Et le deuxième, c'est l'ASTAG, donc les transports, l'Association suisse des transports, qui a déposé un programme de branche pour les infrastructures de recharge pour camions. Donc, c'est camions électriques, hein. Donc, c'est pour faire une étude, qu'est-ce qui fait du sens pour pour recharger le camion et puis aussi une contribution pour les bornes. Donc ça, typiquement, un transporteur qui ne fait pas partie des gros consommateurs, un transporteur du type en Valais, Berthaud Transport, Martin Transport, Morter et compagnie, c'est des sociétés qui peuvent euh, aller taper à la porte. Et le futur, pour nous, et on pousse dans cette direction, c'est que les cantons mettent aussi en place des programmes de branches, mais ça, c'est aussi aux branches de s'organiser pour dire, voilà, nous, on a identifié que dans notre branche, il y a un certain nombre de problématiques.
pour la décarbonation. Et de manière à ce qu'on ait un impact, il faut qu'il y ait tout ou une majorité des membres de cette branche ou de cette filière qui participent sur une ou deux mesures particulières. Et ces mesures, ben, il faut les identifier, les proposer, et puis après, on peut regarder avec les cantons ils rentreraient en discussion justement pour soutenir ça. Ça évite que chaque société doive déposer une demande sur un programme qui n'existe pas aujourd'hui, hein, mais qui donnerait du travail, à mon avis, démesuré pour une société par rapport à l'impact. Par contre, si on passe par des programmes de branche, ça fait du sens. Après, si vous avez identifié une société qui peut vous accompagner, société de conseil, il y a toujours le cofinancement auprès du Centre de compétences finance. La Banque cantonale a une fondation Déclic avec un petit fonds pour l'instant qu'ils aimeraient bien mettre à disposition de la durabilité, donc ils réfléchissent aussi à mettre en place un soutien sur certains projets, donc à mettre sous le radar. Pour l'instant, ce n'est pas officiel, mais ça va venir. Une approche que j'appelle light en réflexion de notre côté auprès de la Fondation ZIARC, c'est que jusqu'à maintenant, on, on a l'impression que la durabilité, et on l'a vu dans les freins, hein, beaucoup trop de papier, c'est effectivement une usine à gaz sur certaines approches. Et on essaye de systématiser pour simplifier la chose un petit peu ce qui s'est passé dans ISO 9000. ISO 9000, ça s'est déroulé sur 40 ans. Au début, c'était parti d'une bonne intuition, une bonne idée de réduire les contrôles en sortie d'usine. Et puis finalement, ben, on est rentré sur les non-conformités, sur des rapports, ça a explosé. Et puis on a avancé sur des process. Et finalement, maintenant, on certifie des process et non plus des procédures, ce qui fait que c'est plus simple. Donc si on prend ce savoir-faire et qu'on le met dans l'approche de la durabilité, on devrait être capable de faire des estimations de bilan carbone assez rapides avec une certaine précision, plus ou moins 20%, hein, mais si on arrive à faire ça dans les 2 prochaines années, ça permettrait aussi peut-être d'avancer dans la bonne direction. Et après, vous avez des outils comme Go Carbon Free de la fondation du même nom, géré par la Chambre de commerce, qui offre aussi euh, une certaine approche pour les bilans carbone et les plans de mesure. Et autrement, des appuis ponctuels. Donc là, je pense typiquement ben, à l'association Valais Excellence, hein, qui accompagne ses membres. Si Marc, pour qui je travaille, ou effectivement, s'il faut discuter stratégie, ben, on peut prendre le temps, on prend 1 heure, on discute, on regarde comment on voyait les choses, et puis après, on peut mettre en musique. Après, on ne fait pas le travail, mais si ça va plus loin, c'est des bureaux d'études qui peuvent, on peut vous orienter, mais après, c'est des bureaux d'études privés qui prennent le relais. Des exemples, euh, je vous ai dit, les PME, on a très très peu d'exemples. Donc là, j'ai pris UCB Farchim à Bulle, société qui est dans la biotech, donc c'est une grosse société, hein, 6 milliards de chiffre d'affaires. Le site de Bulle, c'est 750 millions d'investissements sur les 30 dernières années, 750 employés. Mais ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est qu'ils ont, sur leur programme qu'ils ont lancé depuis 2009, ils ont économisé 4 millions. Vous me direz, c'est pas beaucoup, c'est énorme, mais c'est pas beaucoup pour une grosse société. Mais ça montre déjà un peu la tendance. Et ça, pourquoi ça s'est réalisé? Ça s'est aussi réalisé parce que le CEO du groupe, qui est arrivé en 2015, alors il a bénéficié du fait qu'il y a des choses qui sont faites depuis 2009 sur l'énergie, mais c'est quelqu'un qui a monté la durabilité au niveau du groupe. Et finalement, il a redescendu cette stratégie au niveau de chaque site. Et sur le site de Bulle, ce qui est intéressant au niveau de l'impact, c'est que c'est de l'intangible. Alors, ils n'ont plus de mesurer, mais c'est des choses qu'on a de la peine à communiquer aujourd'hui. Mais l'attractivité du site est devenu extrêmement grand, hein. Donc, au lieu d'un turnover de 7%, ils sont descendus à 3%. Donc, des collaborateurs qui sont partis pour aller chez Merck Serono un peu plus loin, mieux payés, sont revenus parce que l'état d'esprit était mieux dans la globalité de cette approche durable. De même, ils ont mesuré qu'ils avaient moins d'absentéisme global, hein, maladie, accident, professionnel, non professionnel. Alors, ils ont profité de ça pour l'image aussi. Ils disent qu'ils sont la première société pharma certifiée avec des salaires égaux. Ils sont également dans le numéro 10, top 10 des meilleurs employeurs dans la chimie et pharma. Donc ça, c'est un classement de PME. Donc côté image, on s'y retrouve, mais c'est au niveau de l'intangible, hein. Le fait qu'on soit plus attractif, OK, mais difficile à mesurer. Euh, Par contre, dans les faits,
Au niveau des énergies, bah voilà, ils utilisent plus de mazout, donc bonne image aussi pour les employés qui veulent venir travailler, baisse des émissions de 48%. Indirectement, le point d'après où on parle du net zéro, ils le visent pour 2045, donc 5 ans avant ce qui est exigé au niveau national. Ils disent quand même que des deux tiers de leurs sous-traitants ont des engagements SBTI. SBTI, c'est un cadre de référence, hein, le Science Based Target Initiative. C'est un cadre de référence qui est très réglementé, mais qui est basé sur la science, donc qui rassure beaucoup. Mais ce qui est moins rassurant, c'est que se dire le gros donneur d'ordre dit à ses sous-traitants, si vous n'êtes pas engagé SBTI, ben, vous ne pouvez plus répondre à mes appels d'offres. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment être très attentif à ce que les gros font. Donc ça fait du sens de se certifier d'une manière ou d'une autre. Mais là, on est preneur hein, de tous les... Et c'est une des priorités de cette année, c'est d'aller chercher ces exemples. Et j'arrive sur les prochaines étapes. Ouais, prochaines étapes, conclusion. Donc, un, c'est ancrer cette durabilité dans la stratégie de l'entreprise. Vous l'avez compris, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail pour garder 5 minutes sur les questions-réponses. Un clair besoin d'orientation, donc aider à s'orienter dans les outils qui existent aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'on a choisi un outil, c'est difficile de changer. Donc, autant avoir les bonnes discussions avant par rapport à votre stratégie de nouveau. Et puis surtout, la première priorité pour les semaines et les mois à venir, c'est de démontrer la plus-value économique et stratégique d'une approche durable pour une PME. Et pour ça, on a besoin d'exemples. Donc, on a déjà pas mal de sociétés sous le radar au niveau suisse romand. Et si vous avez des exemples, n'hésitez pas à partager, on va le faire. Ça, je ne vais pas le commenter, mais simplement montrer que c'est un voyage sur la durée. On vise 2030, et on est en 2026, hein. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique, mais c'est aujourd'hui qu'on doit mettre le pied à l'étrier. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vais arrêter le partage pour prendre des questions s'il y a des questions.